Bonjour chers abonnés, dites-moi s'il vous plaît de quel pays vous nous regardez avant que nous commencions cette histoire. Mon nom est Opal Garrison. J'ai 80 ans et j'ai été beaucoup de choses dans cette vie fleuriste. Une enseignante à l'école du dimanche, une mère de 3 enfants et maintenant une grand-mère de 6. Les gens de Maplewood me connaissent pour les fleurs sur mon porche et le gâteau 4 quarts au citron que j'apporte au repas partage de l'église. Ils disent que j'ai un visage paisible, comme quelqu'un qui a vécu une vie bonne et simple. Je ne les corrige pas. Je me contente de sourire et d'acquiescer, comme je le fais depuis des décennies. Mais en moi se trouve un souvenir qui n'a jamais disparu, peu importe combien de prières j'ai murmuré ou combien de jardins j'ai plantés. Il reste dans ma poitrine comme du ciment mouillé, dur et froid. Jeudi dernier, ma plus jeune petite fille, Emery, a apporté un vieil bum poteau qu'elle a trouvé dans notre grenier. « Regarde, grand-mère, a-t-elle dit, sa voix bouillonnant de curiosité, c'est toi ?» Elle pointait une photo en noir et blanc de moi, à 9 ans, debout à côté d'un homme grand en bretelles et chapeau de prédicateur. Ma bouche s'est asséchée. Mes genoux se sont bloqués. C'était l'homme qui a volé mon enfance. C'était mon grand-père. Je lui ai dit doucement de fermer l'album. Mais quelque chose en moi s'était déjà ouvert. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le son de la voix d'Emery continuait à résonner dans ma tête si innocente, si pleine de confiance. Si seulement elle savait ce que cet homme m'a fait. Ce qu'il a pris. J'ai éteint la lampe de chevet et j'ai regardé la lumière de la lune ramper sur le mur de ma chambre. Mon mari, Lionel, est décédé il y a 8 ans. Il n'a jamais su ce qui m'est arrivé dans cette maison sur Millbury Road. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai essayé de l'enterrer avec ma jeunesse, avec mon nom, même avec la maternité. Mais on ne peut pas enterrer la vérité. Elle trouve son chemin vers la surface, surtout quand on est vieux et que le corps ralentit, mais que l'esprit s'accélère. Cette photo a tout ramené: l'odeur de la fumée de pipe, le cliquetis de ses bottes sur le parquet, le grattement de la couverture du grenier. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas fort. Juste des larmes coulant lentement, comme si elles avaient un long voyage à faire. Je savais, pour la première fois de ma vie, que je ne pouvais plus porter ce poids toute seule. Le lendemain matin, j'étais assise à la table de la cuisine tenant une tasse de thé à la camomille, regardant par la fenêtre. Le quartier était calme, seulement le bruissement des feuilles et le bourdonnement d'une tondeuse à gazon au loin. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à faire semblant. Faire semblant que mon grand-père était un homme sain. Faire semblant que ce qui s'est passé n'était qu'un mauvais rêve. Faire semblant que la raison pour laquelle je détestais être touchée n'était que mon espace personnel. Emery est entrée avec ses boucles rebondissantes, me demandant si je voulais regarder des dessins animés. J'ai souri et dit non, mais elle m'a quand même fait un câlin. Ses petits bras autour de ma taille ont fait quelque chose se briser en moi. J'ai su alors, si je ne racontais pas cette histoire, quelqu'un d'autre pourrait aussi souffrir en silence. Quelqu'un d'autre pourrait se faire dire de se taire, d'être une bonne fille, comme moi, et cette pensée m'a brisé plus que n'importe quel souvenir ne l'avait jamais fait. J'ai décidé de commencer à écrire cet après-midi-là, pas parce que j'avais besoin de sympathie, et pas parce que je voulais revivre cela, mais parce que la vérité, peu importe son âge, mérite la lumière. J'ai ouvert mon vieux journal en cuir, celui que Lionel m'a offert pour notre anniversaire en essai suisse, et j'ai commencé par la phrase que je n'ai jamais prononcée à voix haute. Mon grand-père, Cyrus Garrison, a abusé de moi chaque jour depuis l'été de mes 9 ans, jusqu'au jour où je suis partie pour le pensionnat à 15 ans. J'ai regardé les mots. Ma main tremblait. J'ai murmuré son nom comme une malédiction, comme un sort brisé trop tard. Mais je n'ai pas arrêté d'écrire. J'ai écrit sur l'escalier grinçant dans sa maison, la façon dont il utilisait les écritures pour tordre mon silence, la façon dont il me donnait des bonbons à la menthe, poivrés après comme si c'était une récompense. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me fasse mal, et puis j'ai continué à écrire. Parce que si je ne le faisais pas, qui d'autre parlerait pour cette petite fille? Cette nuit-là, j'étais assise sur ma balançoire de porche, journal serré contre ma poitrine. Les étoiles clignotaient au-dessus de moi, comme si elles avaient quelque chose à dire, mais je savais déjà ce qu'elles me diraient. Il est temps. Temps d'arrêter de faire semblant. Temps d'arrêter de protéger la mémoire d'un homme qui ne m'a jamais protégée. Temps d'utiliser ma voix, même si elle tremble. Emery a jeté un coup d'œil par la porte moustiquaire et a dit « Grand-mère, est-ce que ça va ?» J'ai regardé dans ses grands yeux, et je me suis vue avant le grenier, avant les bleus,
avant le silence. J'ai souri et dit « Oui, ma chérie ». Grand-mère réfléchit juste. Mais ce que je voulais dire était grand-mère se souvient. Demain, je commencerai par le début, avec cette vieille maison grinçante sur Millbury Road. Et cette fois, je n'omettrai rien. J'avais 9 ans quand maman m'a dit que je passerais l'été avec grand-père Cyrus et grand-mère Luann sur Millbury Road. Juste le temps que je me remette, a-t-elle dit, sa voix faible et sa peau pâle comme du papier. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. À cette époque, on ne disait pas grand-chose aux enfants, nous obéissions simplement. Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste chargé ma valise sur la banquette arrière et a détourné le regard quand j'ai essayé de croiser son regard. Le trajet en voiture était silencieux, l'air lourd de choses que personne n'osait dire. Quand nous sommes arrivés à la maison, elle ressemblait à quelque chose d'un tableau revêtement blanc, volet noir, une chaise à bascule sur le porche. On n'aurait jamais deviné quel genre de mal vivait à l'intérieur. Grand-mère Luann nous a accueillis avec des câlins chaleureux et l'odeur de pain de maïs. Mais grand-père se tenait derrière elle, raide, silencieux, ses lèvres courbées dans un demi-sourire qui n'atteignait jamais ses yeux gris froids. « Opal, a-t-il dit d'une voix trop douce, pour être digne de confiance, sois une bonne fille maintenant. » Et ce fut tout. Mes parents sont partis, et je me suis tenue sur ce porche, valise à la main, cœur battant, voulant déjà rentrer à la maison. Les premiers jours étaient étranges mais calmes. Grand-mère Luann me gardait occupée dans la cuisine, m'apprenant à rouler la pâte et à casser des haricots verts. Elle était douce, mais fatiguée, comme si elle s'excusait toujours sans dire un mot. Grand-père Cyrus passait la plupart de son temps dans son bureau, lisant sa Bible usée ou fumant une pipe près de la fenêtre. Il ne parlait pas beaucoup en présence de grand-mère. Mais quand elle quittait la pièce, son regard s'attardait sur moi trop longtemps. Trop lourd. Je ne comprenais pas pourquoi cela me faisait frissonner. Je savais juste que c'était le cas. Un soir, juste avant le coucher, il m'a dit que je dormirais dans le grenier. Les chambres d'amis sont pour les grandes personnes, a-t-il dit, et le grenier t'apprendra l'humilité. Je n'ai pas protesté. J'ai grimpé les escaliers étroits, lampe de poche à la main, et j'ai trouvé un petit lit de camp sous le plafond incliné. Les murs étaient bordés de vieilles boîtes et de cadres couverts de poussière. J'avais peur, mais je me suis dit d'être forte. Je ne savais pas que le grenier deviendrait ma prison. La première fois que c'est arrivé, je venais de m'endormir. Je me souviens des escaliers grinçants et du bruit de la porte qui s'ouvre. J'ai pensé que peut-être grand-mère Luann avait oublié de me dire bonne nuit. Mais ce n'était pas elle. Grand-père se tenait dans l'embrasure, projetant une longue ombre sur le sol. Il n'a pas parlé. Il est juste entré et s'est assis au bord du lit de camp. Je me suis figée. Mes mains tremblaient sous la fine couverture. « C'est entre nous et le Seigneur, » a-t-il murmuré, plaçant un bonbon à la menthe poivrée sur la table de nuit, comme si c'était un paiement. Sa main atteint mon épaule. Je voulais crier, mais rien n'est sorti. J'avais trop peur, trop confuse. Et puis, je ne me souviens pas de tous les détails. Mon esprit a enterré certaines parties pour survivre, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti, la trahison, la douleur, la honte. Quand il est parti, il m'a dit que j'étais spéciale, choisie, et que je ne devais jamais le dire. J'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'au matin, mais je suis restée silencieuse, parce que j'avais 9 ans, et parce qu'il était un prédicateur. Les jours qui ont suivi étaient comme marcher dans un brouillard. Je faisais des corvées avec grand-mère, souriais quand on me parlait, et gardais mes distances quand grand-père s'approchait. Mais ça n'avait pas d'importance. Il trouvait toujours un moyen, parfois dans le grenier, parfois dans le sous-sol. Parfois il me murmurait des choses alors que grand-mère était juste dans la pièce d'à côté, fredonnant en faisant des tartes. J'ai commencé à me détester. J'ai pensé que c'était peut-être de ma faute. Peut-être que j'avais fait quelque chose de mal. Il le faisait paraître saint, comme s'il me sauvait du péché. Il me faisait même prier avec lui après. J'ai commencé à perdre la notion des jours. L'été s'étirait comme une phrase sans fin. J'ai arrêté de manger beaucoup. Mes cheveux ont commencé à tomber partout. Grand-mère l'a remarqué, mais chaque fois qu'elle demandait, je souriais simplement et disais que ma maison me manquait. Je ne pouvais pas lui dire. Et si elle ne me croyait pas? Et si elle savait déjà? Puis vint le jour où grand-mère Luann est partie prêcher chez sa sœur à 2 villes de là. Je serai de retour dans 3 jours, a-t-elle dit, embrassant mon front. Mon estomac est tombé. Je l'ai regardé partir depuis le porche.
agitant la main jusqu'à ce que sa voiture disparaisse sur le chemin de terre. Grand-père se tenait derrière moi, main sur mon épaule, ferme et froide. Cette nuit a été la pire. Je n'ai pas la force de décrire tout ce qu'il a fait. Pas encore. Mais je me souviens de la porte du grenier qui se verrouille de l'extérieur. Je me souviens des bleus sur mes poignets et de la honte qui collait à ma peau comme de la sueur. Et je me souviens de m'être promis qu'un jour, je dirais la vérité. Qu'un jour, je dirais son nom à voix haute. Mais ce jour prendrait des décennies à venir. Après que grand-mère Louane soit partie pour ces 3 jours, la maison a changé. L'air est devenu plus froid même si c'était juillet, et chaque craquement des vieux planchers envoyait des frissons dans ma colonne vertébrale. J'évitais le contact visuel avec grand-père Cyrus, espérant que si j'agissais invisible, il oublierait que j'étais là. Mais les prédateurs n'oublient pas, ils tournent en rond. Ils attendent, et puis ils frappent quand personne ne regarde. Cette première nuit seule avec lui, j'étais assise à la table à dîner en silence, pendant qu'il lisait les Écritures à voix haute. Il ne me parlait pas comme à un enfant ou une petite fille. Il parlait comme si j'étais son élève, sa disciple. Puis il a levé les yeux de sa Bible et a dit « Le Seigneur voit toutes choses, Opale, et il pardonne ce que le monde ne peut pas comprendre. » Mon estomac s'est retourné. Je voulais courir, mais où pouvais-je aller? Nous étions à des kilomètres du voisin le plus proche, et la maison n'avait pas de téléphone. Cette nuit-là, il est venu au grenier avec une ceinture pas pour me punir pour quelque chose que j'avais fait, mais pour m'enseigner l'obéissance. J'étais là tremblante, essayant de disparaître dans le matelas. Le pire, j'ai arrêté de pleurer. J'avais déjà commencé à accepter la douleur. Quelque chose change à l'intérieur d'un enfant quand l'abus devient routinier. L'esprit joue des tours pour survivre. Je me suis dit que c'était peut-être le test ou leur test Dieu. Peut-être que ma mère était malade parce que j'étais punie. Peut-être que grand-père avait raison que j'étais choisie et favorisée pour porter ce fardeau. Ça semble fou maintenant, mais j'étais une enfant. Je ne savais pas quoi croire. Et quand on est piégé dans un endroit avec une seule voie, cette voie devient loi. Pendant la journée, je frottais les sols et nettoyais les fenêtres. La nuit, je comptais les marches de l'escalier pour savoir à quel point il se rapprochait. 18 marches. À chaque fois. 18 pas lents et délibérés. La deuxième nuit de l'absence de grand-mère, il m'a fait chanter des hymnes avant de me coucher pendant qu'il regardait. « Chante plus fort », a-t-il dit quand j'ai tremblé. J'ai chanté les dents serrées, les larmes tombant sur mes genoux. Et quand c'était fini, il a encore laissé un bonbon à la menthe poivrée. Ce maudit bonbon à la menthe. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas passer devant l'allée des bonbons sans que mon estomac ne se retourne. Cet été-là, j'ai appris que les monstres n'ont pas de crocs, ils ont des croix, des chaussures en cuir, et la clé de la porte de ta chambre. Le 3e jour, j'ai essayé de fuir. Ce n'était pas courageux. C'était instinctif. J'ai attendu que grand-père coupe du bois derrière la grange, et j'ai couru à travers le champ de maïs, pieds nus et essoufflés. Mes pieds saignaient à cause des pierres tranchantes. Mon cœur avait l'impression qu'il allait exploser. Je ne savais pas où j'allais. Je savais juste que je ne pouvais pas passer une autre nuit dans ce grenier. Mais le chant était sans fin, et j'étais petite. Je l'ai entendu appeler mon nom, lent et calme, comme si c'était un jeu. « Opale, reviens maintenant, tu as juste peur. Le Seigneur n'aime pas les fugueurs. » Je me suis accroupie dans le maïs, les mains sur la bouche, tremblant si fort que mes dents s'entrechoquaient. Il m'a trouvée avant le coucher du soleil, m'a traînée par le bras, murmurant des versets de la Bible sur les enfants désobéissants. Cette nuit-là, il n'a pas apporté la ceinture. Il a apporté le silence. Pas de mots, pas d'hymne, juste des yeux froids et des mouvements lents. Et d'une manière tordue, c'était pire. Il n'avait plus besoin de me faire mal pour me posséder. Il m'avait déjà. Quand grand-mère est revenue, je voulais lui dire. Dieu sait que j'ai essayé, mais quand elle m'a serré dans ses bras, je me suis fiée. Je ne pouvais pas parler. Les mots se sont coincés quelque part entre ma gorge et mon cœur. J'ai vu son visage fatigué, ses yeux bienveillants, et j'ai pensé si elle se brisait. Et si elle savait déjà et détournait le regard comme les autres? Alors je n'ai rien dit. J'ai nettoyé la vaisselle. J'ai souri quand on m'a parlé. Et je suis retournée au grenier. C'est alors que j'ai réalisé que la pire partie du traumatisme n'est pas le moment où il se produit, c'est le silence qui suit. C'est la façon dont tu plies ta vérité dans un coin de plus en plus petit de toi-même jusqu'à ce qu'elle semble ne jamais s'être produite. Mais c'est arrivé. Chaque nuit. Chaque bonbon à la menthe. Chaque 18 marches. Et je savais au fond que personne ne viendrait me sauver.
Alors j'ai commencé à me sauver moi-même de la seule façon que je pouvais en me souvenant de tout. Chaque son, chaque bleu, chaque prière murmurée à travers des dents serrées. Parce qu'un jour, me suis-je dit, quelqu'un demanderait, et je serais prête. L'été a finalement pris fin, mais les dégâts non. Maman est revenue, plus mince et plus silencieuse qu'avant. Elle m'a serrée dans ses bras comme quelqu'un qui ne savait pas par où commencer. « Est-ce que tu t'es bien comportée ?» a-t-elle demandé avec un sourire fragile. « Oui, madame, » ai-je murmuré. Je ne lui ai jamais dit. Pas à ce moment-là. Jamais. J'ai porté ce secret à travers l'enfance, le lycée, mon mariage, l'accouchement. Je me suis dit que j'allais bien. Je l'ai enterré sous des plats mijotés, des réunions de parents d'élèves et des plates-bandes. Mais peu importe à quel point je fuyais, j'entendais toujours ses 18 pas. Même maintenant, à 80 ans et seule dans une maison remplie de paix, je peux encore sentir la poussière du grenier dans mes poumons. Mais maintenant je sais cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est pour chaque enfant à qui on a dit de se taire, pour chaque grand-mère qui se réveille encore de cauchemars qu'elle n'a jamais nommés. Il est temps de les nommer, tous. En vieillissant, j'ai appris à survivre en jouant un rôle. Je portais un sourire si parfait que même les yeux, les plus perçants, ne pouvaient pas voir les fissures en dessous. Les gens me qualifiaient de polie, bien élevée, une bonne fille chrétienne. Ils ne savaient pas que j'avais appris à lire les pièces, comme un faucon à guetter les ombres qui bougeaient là où elles ne devraient pas, à écouter les pas même quand personne n'était censé être à la maison. À cette époque, sourire était mon armure. Cela empêchait les gens de poser les questions auxquelles je ne savais pas comment répondre. À l'école, je riais quand les autres riaient. Je passais des notes, attachais des rubans dans mes cheveux et levais la main quand le professeur demandait des volontaires. Mais personne n'a jamais remarqué la façon dont mes mains tremblaient quand un professeur masculin passait trop lentement, ou comment je tressaillais quand quelqu'un touchait mon épaule par derrière. Les gens disent que les enfants sont résilients. Je ne suis pas d'accord. Les enfants deviennent simplement très doués pour faire semblant qu'ils ne se noient pas. Je me noyais tous les jours, et l'homme qui m'avait poussé dans l'eau venait toujours pour les dîners du dimanche, et tenait ma main pendant la grâce. Ma mère l'adorait. C'est un homme de Dieu, disait-elle, fort comme la pierre, mais doux avec les petits-enfants. Je voulais crier chaque fois qu'elle le disait. Mais au lieu de cela, j'acquiesçais et aidais à mettre la table, parce que le silence était l'endroit le plus sûr que je connaissais. Grand-père Cyrus avait créé une version de lui-même que le monde aimait, un prédicateur avec du charme, de la discipline et une voix forte. Il donnait des bonbons aux enfants après le service et aidait les veuves avec leur jardin. Personne ne l'a jamais remis en question. Personne n'a osé. Je me souviens une fois, quand j'avais 11 ans, j'ai accidentellement fait tomber une assiette pendant les scies. Ma mère m'a grondé, mais grand-père a juste souri et dit: « Les accidents arrivent, n'est-ce pas, Opale ?» Sa voix était douce comme du miel, mais je connaissais ce sourire. C'était le sourire qu'il portait dans le grenier, juste avant de verrouiller la porte derrière lui. Cette nuit-là, il est venu dans ma chambre, non pas en colère, mais avec un calme contrôlé. C'étaient les pires nuits, celles où il prétendait que c'était de l'amour. J'ai appris alors que le mal ne porte pas toujours un froncement de sourcils. Parfois il porte un costume et tient une Bible. Au moment où j'ai eu 13 ans, j'étais devenue une experte pour le lire. Je pouvais dire quel genre de nuit ce serait par sa façon de marcher, par le ton de ses prières, même par sa façon de mâcher sa nourriture. Je vivais dans un état constant d'alerte. Mon corps ne se détendait jamais complètement. Je restais tendue dans mes épaules, prête à fuir même dans mon sommeil. J'ai commencé à me détacher de mon propre corps, regardant les choses se produire comme si je flottais au-dessus. Parfois, je fixais le plafond, récitant des tables de multiplication dans ma tête pour échapper à la douleur. 6 fois 7 font 42. 8 fois 9 font soit 12. Je me disais que si je pouvais me souvenir de chaque fait dans mon livre de mathématiques, je serais en sécurité. Ça n'a pas marché, mais ça m'a donné un sentiment de contrôle. J'en avais besoin. Parce que la vérité est que personne ne m'a sauvée. Aucun enseignant ne m'a prise à part. Aucun voisin n'a demandé si j'allais bien. Aucun membre de l'église n'a demandé pourquoi je ne souriais jamais sur les photos avec lui. J'étais seule, entourée de gens, et complètement invisible. Il y a eu un moment, cependant, où la vérité a failli s'échapper. C'était pendant l'école biblique de vacances. L'une des enseignantes, Mademoiselle, m'a trouvée en train de pleurer dans le vestiaire.
Elle s'est accroupie à côté de moi, a placé doucement une main sur mon bras et a demandé « Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je l'ai regardée longtemps, hésitante. J'aurais pu tout lui dire. J'aurais pu changer le cours de ma vie en ce seul instant. Mais ensuite je me suis souvenue de ce que grand-père avait dit à propos des personnes qui mentent sur les hommes de Dieu. Le Seigneur voit chaque langue qui blasphème, avait-il murmuré. Alors j'ai secoué la tête et dit « Mon chat me manque juste ». Manajani a lentement acquiescé et m'a donné un bonbon à la menthe. L'ironie a failli m'étouffer. Ce n'était pas sa faute. Elle ne savait pas. Elle ne le saurait jamais. C'est ça, avec les abus qui viennent d'envelopper dans la religion, les gens préfèrent croire un mensonge qui les réconforte qu'une vérité qui exige qu'ils agissent. Et je n'étais pas encore assez forte pour leur faire voir la vérité. Je me suis fait une promesse ce jour-là dans le vestiaire. Si jamais je m'en sortais, je ne laisserais jamais un autre enfant se sentir aussi seul. Mais les promesses sont difficiles à tenir quand la survie est ton seul objectif. Alors je suis restée silencieuse. J'ai traversé mon adolescence en silence, sortant avec des garçons que je n'aimais pas, évitant les soirées pyjama, et priant chaque jour que l'université serait mon échappatoire. Il ne s'agissait pas d'éducation, il s'agissait de distance. Je voulais mettre autant de kilomètres que possible entre moi et Millbury Road. Je ne savais pas encore que le traumatisme ne se soucie pas de la géographie. Il te suit, il vit dans tes os. Et même après mon départ, la voix de grand-père me suivait dans mes rêves, ses mains dans les ombres de mon esprit. Mais je n'étais pas prête à y faire face. Pas encore. Pour l'instant, je portais toujours le sourire que personne ne remettait en question, et c'était suffisant pour survivre. Quand je suis finalement partie pour l'université, j'ai pensé que la liberté était venue. J'ai fait 2 valises et je suis montée dans un bus en direction du nord vers l'université de Ridgemont, à près de 400 milles de chez moi. Je me souviens avoir regardé par la fenêtre tandis que les kilomètres défilaient, chaque arbre et station-service comme un mur entre lui et moi. J'avais été acceptée avec une bourse partielle et prévoyais de me spécialiser en littérature. Je me suis dit que le passé était terminé, enfermé comme la porte du grenier que j'avais autrefois prié pour qu'elle reste fermée. Mais la vérité est que je n'ai pas laissé grand-père Siru derrière moi, je le portais dans chaque souffle, chaque regard, chaque creux, chaque poignée de main. Sur le campus, j'étais calme et amicale. Mes camarades de chambre m'appelaient la mère poule parce que j'avais toujours des mouchoirs dans mon sac à main et des collations pour les nuits d'études. Mais je n'allais jamais aux fêtes. Je ne laissais jamais personne entrer dans ma chambre après le sommeil couché du soleil. Et je tressaillais chaque fois qu'un professeur masculin m'appelait par mon nom. Le traumatisme ne disparaît pas parce que tu traverses une frontière d'État. Il se cache sous ta peau comme une écharde. Et personne, pas même moi, ne savait à quel point la mienne était profonde. Il n'a pas fallu longtemps avant que les cauchemars suivent. Au début, je me disais que ce n'était que de mauvais rêves, l'anxiété habituelle d'être loin de chez soi. Mais je savais mieux. Je me réveillais trempée de sueur, le cœur battant, le son de 18 pas fantômes résonnant à mes oreilles. Parfois je me retrouvais à pleurer sans savoir pourquoi. J'évitais les conseils parce que je pensais que cela signifiait que quelque chose était brisé en moi. Je n'étais pas prête à admettre que j'étais brisée. Alors j'écrivais à la place. Des pages et des pages d'histoires que je n'ai jamais montrées à personne. Des histoires sur des petites filles piégées dans des tours, sur de vieux hommes avec des croix d'argent qui chassaient dans la nuit. Je leur donnais des fins heureuses, le genre que je n'ai jamais eu. Et pendant un moment, cela a aidé. L'écriture me donnait du contrôle, même si seulement sur papier. Mais quand les examens de mi-session sont arrivés, j'ai heurté un mur. J'étais épuisée. Je ne pouvais pas me concentrer. J'ai commencé à sauter des repas. Un après-midi, je me suis évanouie à la bibliothèque. L'infirmière a dit que c'était le stress, mais au fond, je savais ce qui me rongeait vraiment. Cette même semaine, j'ai rencontré un garçon nommé Aldan. Il n'était pas comme les autres calmes, maladroit, et obsédé par les vieux disques de Jaï. Il m'a invité à prendre un café 3 fois avant que je dise oui. Quand nous nous sommes finalement assis dans ce petit café hors campus, je ne m'attendais à rien de spécial. Mais il ne s'est pas précipité. Il n'a pas touché. Il a juste écouté. C'était étrange. Inconfortable même. Je n'étais pas habituée à être vue sans être évaluée. Mais il m'a interrogé mon écriture, et quand je lui ai dit que j'aimais inventer des contes de fées, il a dit « C'est peut-être ta façon de survivre ». Quelque chose en moi s'est brisé,
Je n'ai pas pleuré, mais j'en avais envie. C'était la première fois que quelqu'un s'approchait de la vérité en moi, même s'il ne le savait pas. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, de longues promenades, des livres échangés. Il ne m'a jamais mise sous pression. Il n'a jamais franchi une ligne. Et cette gentillesse, plus que tout, me terrifiait, parce que cela me rappelait ce qui me manquait, ce que j'avais encore peur de vouloir. Un soir, Aldon m'a demandé pourquoi je tressaillais quand les gens s'approchaient trop. Je lui ai dit que j'avais eu une enfance difficile, le genre d'excuse vague que les gens acceptent d'un signe de tête, sans jamais poser de questions. Mais il n'a pas acquiescé. Il est resté assis en silence, attendant. Je ne lui ai pas donné la vraie réponse, mais je lui ai parlé du grenier. Juste cette partie. La poussière, le lit, les escaliers grassants. Il m'a regardé et a dit « Ça ne ressemble pas à un endroit où une petite fille devrait dormir. » Et cette phrase si simple, si évidente m'a secouée, parce que cela signifiait que je n'étais pas folle. Je n'imaginais pas. Quelqu'un d'autre voyait l'erreur, même sans connaître toute la vérité. Cette nuit-là, j'ai écrit la première ligne honnête dans mon journal. Il m'a fait du mal, et je le sens encore. Voir ces mots sur papier ressemblait à avaler du feu. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à écrire. Pas des contes de fées cette fois. La vérité. Désordonnée, laide, lourde vérité. Et dans cela, j'ai commencé à trouver quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, le pouvoir. Mais la guérison n'est pas une ligne droite. Pour chaque pas en avant, j'en faisais 2 en arrière. Il y avait des jours où je me détestais pour ne pas avoir parlé plus tôt. Des nuits où je pleurais pour la petite fille qui avait besoin d'être sauvée et ne l'a pas été. Et toujours, l'ombre de grand-père Siru persistait. Il n'a jamais fait face à la justice. Personne n'a jamais su. Et une partie de moi se demandait encore si parler maintenant aurait même de l'importance. Mais ensuite j'ai pensé à mes futurs enfants, à Emery des années plus tard. J'ai pensé, si quelqu'un leur fait du mal comme il m'a fait mal, et s'ils restent silencieux parce que je l'ai fait. Et cette question me hantait plus que n'importe quel souvenir ne l'avait jamais fait. J'ai réalisé alors que le silence ne me protégeait pas, il le protégeait, lui. Et j'en avais fini de faire ça. Une histoire à la fois, une page à la fois, je récupérais ma voix. J'écrirais tout, même si personne ne le lisait jamais, parce que la vérité mérite de vivre. Et je suis toujours là. J'ai survécu. C'était les vacances de printemps de ma 2e année, quand je suis retournée chez moi, pour la première fois depuis mon départ pour l'université. Le bus est arrivé à la gare de Maplewood un mercredi pluvieux après-midi. Je suis descendue avec hésitation, espérant à moitié que personne ne serait là pour me rencontrer. Mais elle était là, ma mère, Delilah. Elle portait son manteau brun préféré et avait ce même sourire fatigué dont je me souvenais de mon enfance. « Voilà mon bébé, a-t-elle dit, m'enveloppant dans un câlin. Je me suis raidie, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que cette ville contenait trop de fantômes. L'air sentait les lilas et les vieux secrets. Sur le chemin du retour, elle m'a interrogée sur les cours, les garçons, l'église. J'ai donné des réponses courtes et j'ai regardé par la fenêtre, observant les arbres familiers passer en flou. Nous avons passé Milberry Road et j'ai serré le bord de mon siège. La maison était toujours là, revêtements blancs, volets noirs intacts par le temps, comme si rien de terrible ne s'y était jamais produit. « Ton grand-père a demandé de tes nouvelles, » a-t-elle dit, sans me regarder. Ma gorge s'est serrée. J'ai acquiescé une fois, forçant un sourire. Je ne savais pas alors, mais ce serait la dernière fois que je poserais les yeux sur cette maison. La visite était étrange dès le début. Ma chambre d'enfance semblait trop petite. Les murs semblaient se pencher comme s'ils écoutaient. Je n'avais rien dit à ma mère sur ce qui s'était passé. Une partie de moi ne croyait toujours pas qu'elle m'aurait cru, mais quelque chose dans le fait d'être de retour rendait le silence insupportable. Un matin au petit déjeuner, elle a mentionné à quel point grand-père Cyrus était fier de moi. « Il dit que tu es une fille intelligente, tout comme lui, » a-t-elle dit, beurrant une tartine. Je me sentais nauséeuse. J'ai posé ma fourchette. « Maman, ai-je commencé, la voix tremblante. Elle a levé les yeux. J'ai ouvert la bouche, prête à tout déverser, à arracher le couvercle de la vérité que j'avais enterrée. Mais tout ce qui est sorti était « Penses-tu qu'il est un homme bien ?» Elle a fait une pause. « Bien sûr. Il a beaucoup fait pour cette famille.
Ces mots étaient définitifs, lourds, et j'ai réalisé qu'elle ne savait pas. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. J'ai avalé ma confession, l'ai remise derrière mes côtes, et j'ai acquiescé. Je me demandais juste, ai-je dit, et je suis retournée manger des œufs qui avaient un goût de cendre. Cette nuit-là, je suis allée me promener seule. Les rues étaient calmes, humides de la pluie de l'après-midi. J'ai erré devant de vieilles maisons, des terrains de jeu, même l'église où grand-père prêchait. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir. Je me suis assis sur les marches de pierre, et j'ai regardé les vitraux. À l'intérieur, cet homme s'était tenu tous les dimanches, lisant des écritures sur l'amour et la droiture. La ville l'admirait. Les femmes lui apportaient des plats mijotés. Les hommes lui serraient la main, comme s'il était de la royauté. Et pourtant, aucun d'entre eux n'a jamais demandé ce qui était arrivé à la petite fille qui avait cessé de sourire. Je me souviens avoir pensé, comment un endroit peut-il vénérer quelqu'un qui porte tant d'obscurité en lui? J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. Je n'ai pas écrit sur grand-père, pas directement. J'ai écrit sur un royaume gouverné par un loup habillé en peau d'agneau. J'ai écrit sur une fille qui criait dans une tour insonorisée. J'ai écrit jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. L'écriture était devenue mon salut. La page ne détournait jamais le regard. Elle ne me demandait jamais de sourire. Elle écoutait simplement. Le lendemain, ma mère et moi étions assises dans le jardin, arrachant les mauvaises herbes. Elle fredonnait un hymne que je n'avais pas entendu depuis l'enfance. Tout va bien avec mon âme. L'ironie brûlait. Maman, ai-je dit, sans la regarder, as-tu déjà vu quelque chose d'étrange quand je vivais avec grand-père? Elle a arrêté de fredonner. Que veux-tu dire? J'ai hésité. Juste. Est-ce que quelque chose semblait jamais bizarre chez lui? Elle a posé sa truelle et essuyé ses mains sur son tablier. Il est strict, je te l'accorde. Mais étrange. Non? Pas vraiment. Pourquoi posais-tu cette question maintenant? J'ai paniqué. Aucune raison. Je pense juste au passé, je suppose. Elle m'a étudié un moment. Tu as toujours eu un esprit profond, Opale. Tu portes parfois les choses trop lourdement. Laisse le passé rester où il appartient. Et juste comme ça, la porte s'est refermée à nouveau. J'ai acquiescé, le cœur coulant. Elle ne savait pas. Ou peut-être qu'elle savait et ne pouvait pas y faire face. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas assez forte pour la forcer à s'ouvrir. Pas encore. Quand je suis retournée à l'école, j'ai laissé quelque chose derrière dans ce jardin. Peut-être était-ce le dernier de mon espoir que je trouverais un jour validation auprès de ma mère. Peut-être était-ce ma dernière tentative de lui faire voir. Mais ce que j'ai gagné était la clarté. Je ne pouvais pas attendre que quelqu'un d'autre me croie. Je ne pouvais pas attendre que la justice vienne des personnes qui avaient trop peur de poser des questions. Si je voulais guérir, je devrais le prendre. Et donc, j'ai fait la seule chose que je savais faire, j'ai écrit la vérité. Tout. Non. Date. Détail. J'ai rempli 3 carnets ce printemps-là. Ils sont devenus mon église, mon tribunal, ma confession. Je n'avais pas besoin d'un public. J'avais juste besoin que mon histoire vive quelque part en dehors de mon corps. Parce que pendant trop longtemps, mon silence avait protégé la mauvaise personne. Et j'en avais fini avec ça. Cette fois, mes mots ne se cacheraient pas dans des greniers ou derrière des hymnes. Ils vivraient dans l'encre. Et finalement, ils trouveraient leur chemin vers la lumière. J'ai rencontré Everett Barnes dans ma dernière année à Ridgemont. Il était grand, doux parler, et avait le genre de visage qui faisait sentir les gens en sécurité. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque du campus. Il lisait Steinbeck, et j'écrivais dans mon carnet, à moitié perdu dans un autre souvenir auquel je ne pouvais pas échapper. Il m'a demandé si j'aimais écrire de la poésie. J'ai dit non trop honnête, trop cru. J'aime les histoires, lui ai-je dit. Celles où les gens survivent à des choses qu'ils n'auraient jamais dû endurer. Il a acquiescé sans demander ce que cela signifiait. C'était la première fois que je ressentais de la chaleur sans peur. Nous avons passé des semaines à marcher sous les sycomores, parlant de livres et de musique et d'où nous venions. Je ne lui ai pas dit la vérité sur mon passé. Pas à ce moment-là. Je l'ai juste laissé tenir ma main, et pour une fois je n'ai pas tressailli. Cela semblait à la fois étranger et juste. Il me faisait sentir comme si j'avais le droit d'être douce. Je ne réalisais pas alors à quel point j'avais construit mon cœur en pierre en juste pour le garder en sécurité. Avec Everett, j'ai pensé que peut-être je pourrais m'adoucir à nouveau. J'ai pensé que l'amour pourrait enfin signifier quelque chose de bon. Everett m'a demandé en mariage un mardi pluvieux de mai.
C'était calme, privé juste comme j'en avais besoin. Pas de caméra, pas de foule. Juste sa voix tremblante et la plus petite boîte en velours que j'ai jamais vue. J'ai dit oui. Non pas parce que j'étais prête, mais parce que je voulais l'être. Parce que je pensais que si je m'enveloppais dans ce nouveau chapitre assez étroitement, peut-être que le passé cesserait de saigner à travers les coutures. Nous nous sommes mariés en août dans une église modeste de sa ville natale. Ma mère est venue, vêtue de bleu, souriant comme si tout était parfait. Elle m'a serré dans ses bras après et a murmuré « Je suis fière de toi, bébé ». Grand-père Cyrus n'a pas assisté. Il a envoyé une lettre et un chèque. J'ai déchiré les deux et les ai brûlés. C'était ma rébellion. Ma façon de dire « Tu ne me possèdes plus ». Je n'ai pas parlé de lui à Everett. Je ne pouvais pas. Comment regardes-tu un homme dans les yeux et expliques-tu que la première fois que tu as été touché, c'était par la personne censée te protéger? Je me suis dit que je lui dirais éventuellement, quand le moment serait venu. Mais le temps ne joue pas toujours en ta faveur. 2 mois après notre mariage, Everett et moi avons essayé d'être intimes. Je me suis figuée. Au moment où ses mains ont glissé sous mon tir, mon esprit n'était plus dans notre appartement-ci, était dans le grenier, sur des couvertures qui grattent, avec un bonbon à la menthe sur ma langue. Je me suis éloignée, le souffle tremblant, la peau froide. Everett semblait dévasté. Ai-je fait quelque chose de mal? A-t-il demandé. Je ne pouvais pas répondre. J'ai juste pleuré. Je me suis recroquevillée sur moi-même et n'ai rien dit. Il n'a pas insisté. Il m'a juste tenue et murmuré. Quoi que ce soit, je suis là. Ça a empiré les choses, parce que je ne pouvais pas lui donner tout de moi pas comme il le méritait. Nous avons passé des années à naviguer autour de mon silence. Chaque fois que nous nous rapprochions, je trouvais une raison de m'arrêter. Il ne s'est jamais mis en colère. Il était patient. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Je les regardais s'accumuler comme des lettres non ouvertes. Et je me détestais pour cela. Le traumatisme n'affecte pas seulement la victime, il se déverse dans chaque relation, tachant même l'amour le plus pur. 3 ans après notre mariage, Everett m'a doucement demandé si j'avais déjà été blessée, vraiment blessée. J'ai acquiescé. Des larmes ont jailli dans ses yeux, mais il n'a pas demandé qui. Il a juste embrassé mon front et dit « Je suis tellement désolé que quelqu'un t'ait fait ça. » C'était tout. Pas de fouilles, pas d'exigence, juste de l'amour. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru que quelqu'un pouvait m'aimer non pas malgré mes morceaux brisés, mais avec eux. Nous avons essayé la thérapie. Ça a un peu aidé. J'ai parlé à ma conseillère du grenier, de la ceinture, des hymnes, du bonbon à la menthe. Je n'ai pas dit son nom au début. Ça a pris des mois. Mais quand je l'ai finalement fait, j'ai senti quelque chose changer. Pas la libération, non. Cela prendrait des années. Mais un relâchement. Comme si la corde autour de ma poitrine s'était desserrée juste assez pour que je puisse respirer à nouveau. Everett était là à chaque étape. À travers les cauchemars. Les attaques de panique. Les jours où je ne pouvais pas sortir du lit. Il n'est jamais parti. Il était mon ancre. Et pourtant, je savais que je ne pourrais jamais lui donner l'amour complet qu'il me donnait. Quand Everett entre à 41 un anévrisme soudain. Je n'ai pas seulement perdu un mari, j'ai perdu la seule personne qui ait jamais regardé mes cicatrices sans broncher. Je me souviens être assise à ses funérailles, engourdie, pendant que les gens m'offraient des plageotés et des condoléances. Ma mère était assise à côté de moi, tenant ma main, ignorant que le seul homme qui m'ait jamais fait me sentir vraiment en sécurité était maintenant dans une boîte à 6 pieds sous nous. Cette nuit-là, j'ai ouvert le carnet que je n'avais pas touché depuis des années. J'ai feuilleté des pages de douleur et me suis arrêtée sur une phrase que j'avais écrite après qu'Everett m'ait tenue à travers une attaque de panique. Peut-être que tous les hommes ne sont pas des monstres. J'ai écrit son nom en dessous, souligné 3 fois. Ce carnet est devenu ma nouvelle église. Ma confession, ma vérité. Et lentement, j'ai commencé à penser que peut-être, juste peut-être, je pourrais dire au monde entier ce qu'un homme m'avait fêté. Comment un autre m'avait aidé à commencer à guérir. Après la mort d'Everett, la maison semblait insupportablement silencieuse. Ce n'était pas seulement l'absence de ses pas ou le silence. Là où son fredonnement était autrefois, c'était l'immobilité de n'avoir personne qui savait vraiment ce que je portais. J'avais 47 ans, veuve, et pour la première fois depuis l'enfance, je me sentais complètement sans protection. Le chagrin était comme une seconde peau serrée, lourd
et implacable. Je me retrouvais à errer dans la maison la nuit, touchant ses affaires juste pour avoir l'impression qu'il était toujours là. Je m'asseyais à son bureau et feuilletais de vieux reçus, des carnets, n'importe quoi avec son écriture. J'ai trouvé une lettre une fois qu'il avait commencé à m'écrire, et n'avait jamais terminé. Elle disait « Je sais que tu souffres à des endroits dont tu n'as jamais parlé à voix haute, mais je te vois opale, je te vois entièrement. » J'ai pressé cette lettre contre ma poitrine, et j'ai sangloté comme l'enfant que je n'avais jamais eu le droit d'être. C'est dans ces mois brisés et vides que quelque chose d'inattendu s'est produit, quelqu'un de mon passé est venu frapper. C'était un dimanche après-midi quand j'ai entendu frapper. J'étais encore dans mes vêtements d'église bleu marine, chemisier blanc, perle qu'Everett m'avait offerte pour notre 10e anniversaire. J'ai ouvert la porte, m'attendant à un voisin ou peut-être quelqu'un de la congrégation. Mais au lieu de cela, c'était un homme que je n'avais pas vu depuis des décennies, Isaac, mon cousin. Il semblait plus âgé, plus gris, avec le même nez tordu de l'enfance. Nous nous sommes serrés dans les bras maladroitement. « Désolé de passer comme ça, » a-t-il dit, s'éclaircissant la gorge. J'étais en ville et j'ai pensé à toi. Je l'ai invité à entrer. Nous nous sommes assis dans le salon, sirotant du thé comme des étrangers. Les petites conversations ont mené aux souvenirs, et les souvenirs ont mené à des endroits que je pensais avoir enterrés. Puis il a dit quelque chose qui a glacé mon sang. « Tu te souviens du grenier de grand-père » Ma main s'est figée sur ma tasse de thé. Je l'ai regardé attentivement. « Oui, ai-je dit. » Je me souviens. Il a hésité, puis a dit « J'entendais des choses, opale, quand je restais chez lui. Des pas, des pleurs. Je n'ai jamais su ce que cela signifiait, mais je me suis toujours demandé. Je l'ai regardé fixement, ma gorge brûlante. Après près de 4 décennies, quelqu'un avait enfin demandé. Je lui ai tout dit. Pas en détail complet, pas au début. Mais j'en ai dit assez, qu'il a utilisé Dieu pour le couvrir, qu'il m'a fait croire que j'étais la pécheresse. Isaac est resté assis en silence pendant longtemps. Puis il a dit, il l'a fait à ma sœur aussi. Elle n'en a jamais parlé. Pas une seule fois. Mon cœur s'est brisé à des endroits que je ne savais pas encore capables de se fissurer. Nous sommes restés assis là pendant des heures, assemblant des histoires brisées comme 2 survivants rampant du même incendie. Il a dit qu'il avait essayé d'en trouver d'autres. Il y en a plus, j'en suis sûr, a-t-il murmuré. Il avait trop de pouvoir, trop de silence autour de lui. Cette nuit-là, après le départ d'Isaac, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert mon journal et j'ai regardé une page blanche. Puis j'ai écrit les mots. Il n'a pas seulement volé ma voix, il a volé des générations de voix. Et j'ai su je ne pouvais plus garder cela dans mon journal. Je devais parler. Pour moi. Pour la sœur d'Isaac. Pour quiconque pourrait encore tait ceci en silence. La semaine suivante, j'ai conduit au palais de justice et j'ai demandé à parler avec quelqu'un dans les services aux victimes. Son nom était Lisa, jeune professionnelle, et gentille sans pitié. Je lui ai dit que je ne voulais pas porter plainte, il était parti depuis longtemps, enterré dans une parcelle familiale, avec une plaque dorée l'appelant un homme de Dieu bien-aimé. Non, je voulais quelque chose de différent. Je voulais que son héritage soit exposé. Je voulais déposer un rapport formel, même s'il était symbolique. Elle a écouté. Elle a tout noté. Elle a dit « Tu n'es pas seule. » Et cela compte. Cette phrase est restée avec moi pendant des jours. Cela compte. J'avais passé la majeure partie de ma vie à croire que ce n'était pas le cas, que mon silence était juste quelque chose que je porterais jusqu'à la mort. Mais maintenant j'avais 47 ans, et j'avais déjà survécu à temps. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour transformer la douleur en quelque chose de plus grand, quelque chose de guérissant. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre pas à grand-père Cyrus, mais à la petite fille que j'avais été. Je suis désolée que personne ne t'ait sauvée, mais je suis là maintenant, et je te crois. Nous allons parler, et nous ne nous arrêterons pas. J'ai commencé à écrire mon histoire pour de vrai cette année-là, pas seulement dans des journaux secrets, mais publiquement. Au début, c'était dans des forums de survivants, sous un pseudonyme. Puis, j'ai partagé des parties lors de petits événements communautaires, des groupes d'église, même des cercles de deuil. Certaines personnes détournaient le regard, d'autres pleuraient. Quelques-unes, surtout des femmes de mon âge, venaient me voir après et murmuraient « Moi aussi ». J'ai commencé à réaliser le pouvoir de la vérité pas seulement comme une arme, mais comme un pont. Je ne parlais plus seulement pour moi-même.
J'éclairais un chemin pour d'autres encore piégés dans l'obscurité. Il a fallu des décennies, et un mari gentil, et un cousin courageux, mais j'avais finalement trouvé quelque chose de proche de la paix. Pas la clôture parce que ce qu'il a fait ne peut pas être emballé proprement, mais la paix. Un savoir. Une force. Et maintenant, à 14 ans, avec ma voix plus ferme qu'elle ne l'a jamais été, je raconte toute l'histoire, parce que le silence était son héritage. Mais la vérité sera le mien. C'était un matin humide de juillet quand j'ai reçu l'invitation. Un groupe de défense des femmes de Charleston avait lu un court texte que j'avais soumis anonymement à leur bulletin mensuel, une histoire sur une petite fille, un grenier et un homme que tout le monde respectait. Ils ne connaissaient pas mon nom, mais l'émotion dans mon écriture avait remué quelque chose. Le mail disait simplement: « Nous aimerions que vous parliez lors de notre rassemblement annuel de survivants. Votre voix compte. » J'ai regardé l'écran pendant près d'une heure. J'avais 703 ans. Mes mains avaient de l'arthrite. Mes cheveux étaient depuis longtemps devenus argentés. Mais mon histoire battait encore en moi comme un pouls. Et maintenant quelqu'un voulait l'entendre à voix haute. J'ai hésité. Et si je me figeais sur scène? Et si je pleurais ou oubliais mes mots? Mais ensuite je me suis souvenu de combien d'années j'avais été silencieuse. Combien d'enfants pourraient encore souffrir en secret? J'ai répondu oui. Je viendrai. Ce moment, aussi petit soit-il, a marqué le début de quelque chose que je n'ai jamais imaginé être assez courageuse pour faire transformer la survie en témoignage. L'événement s'est tenu dans une modeste salle d'église avec des chaises pliantes et des programmes en papier. Des femmes de tous âges remplissaient l'espace, certaines tenant des mouchoirs, avant même que l'événement ne commence. Il y avait une table de bougies pour chaque intervenante, chaque survivante. Je suis arrivée tôt, les nerfs flottant dans mon estomac comme des papillons de nuit autour d'une lumière de porche. Une bénévole m'a tendu un badge et a dit: « Vous êtes courageuse de faire cela. » J'ai souri, mais je ne me sentais pas courageuse. J'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise. La femme qui a parlé avant moi a partagé son histoire d'abus en famille d'accueil. Sa voix s'est brisée, mais ses mots ne se sont jamais arrêtés. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai marché vers le podium avec des mains tremblantes. J'ai regardé la foule des étrangers, et pourtant pas. Puis j'ai pris une profonde respiration et j'ai dit: « Mon nom est Opal Garrison. J'ai 80 ans, et pendant 70 de ces années, j'ai porté une histoire que j'avais trop peur de dire. » Il y a eu une pause, puis un silence complet. Alors j'ai commencé. Je leur ai parlé du grenier, du bonbon à la menthe. Je ne me suis pas censurée, mais je ne l'ai pas rendu théâtral non plus. J'ai juste parlé simplement, parce que la vérité n'a pas besoin d'embellissement. J'ai partagé comment mon grand-père avait utilisé le nom de Dieu pour me faire taire, comment il m'a enseigné la honte avant même que je ne comprenne mon corps, comment j'ai souri à travers l'école, à travers le mariage, à travers la maternité hantée, par 18 pas que je pouvais encore entendre dans mes rêves. Je leur ai parlé des vrais, d'Isaac, du carnet que j'ai gardé près de mon lit pendant des décennies. Et quand j'ai terminé, j'ai dit: « Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez pas encore raconté votre histoire, sachez que vous le pouvez toujours. Votre voix compte toujours. Votre vérité compte toujours. » Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je le ferais. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne pleurais pas la petite fille dans le grenier, je l'honorais. Je suis descendue de ce podium plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais finalement été entendue. Après l'événement, une jeune femme m'a approchée sur le parking. Elle ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait son téléphone. Puis-je vous faire un câlin? A-t-elle demandé? J'ai acquiescé. Elle m'a entourée de ses bras et a murmuré: « C'était mon oncle. » Personne ne m'a cru. Mais vous entendre, j'ai eu l'impression de ne plus être seule. Ce moment a brisé quelque chose en moi et l'a recousu en même temps. J'ai réalisé alors que la guérison n'est pas seulement pour la personne qui parle, elle résonne. Elle atteint des endroits que vous ne verrez jamais. Ce jour-là, je me suis promis que je ne me cacherai plus jamais. J'ai commencé à parler à plus d'événements, à rejoindre des panels, à encadrer des survivantes plus jeunes. Certaines histoires étaient pires que la mienne, certaines étaient différentes. Mais toutes étaient réelles, et ensemble, nous sommes devenus un cœur de vérité dans un monde qui nous avait réduites au silence depuis trop longtemps. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais un témoin, une voix, une grand-mère pas seulement pour ma famille, mais
pour chaque femme, à qui on avait dit de s'asseoir et de rester silencieuse. Je me souviens encore du dernier rêve que j'ai fait à propos du grenier. C'était juste quelques mois après cet événement. Dedans, j'avais 9 ans à nouveau, allongée sur ce lit de camp, la porte qui grince en s'ouvrant. Mais cette fois, au lieu de me figer, je me suis levée. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai crié. J'ai crié si fort que les murs se sont fissurés, et le sol s'est effondré, et toute la maison s'est effondrée sous le poids de tous ces mensonges. Je me suis réveillée avec des larmes dans les yeux, mais pas de peur, de libération. C'était la dernière fois qu'il visitait mon sommeil, parce qu'enfin, après toutes ces années, j'avais repris cet espace. J'avais transformé le grenier en une chaire de vérité. Et alors que j'étais assise à ma table de cuisine le lendemain matin, sirotant du thé avec le soleil qui se déversait par la fenêtre, je me suis murmuré « Tu l'as fait, Opale, tu t'en es sorti. » Et pour la première fois en 70 ans, je l'ai cru. C'est peu après mon discours à Charleston que j'ai décidé d'écrire une lettre. Pas à mon grand-père, il ne méritait pas le poids de bois Nemo. Cette lettre était pour les autres. Ceux qui sont restés à côté, qui ont détourné le regard, qui ont vu quelque chose, entendu quelque chose, peut-être même soupçonné quelque chose et n'ont rien dit. Je ne sais pas s'ils voulaient le protéger ou s'ils ne voulaient simplement pas voir la vérité, mais leur silence a creusé une blessure aussi profonde que ses mains ne l'ont jamais fait. Je l'ai écrite avec des doigts tremblants, chaque phrase comme une couture sur une peau qui avait été déchirée trop longtemps. À ceux qui l'ont appelé saint, ai-je commencé. Vous avez baptisé le loup alors qu'il déchirait encore l'agneau. Je n'ai pas nommé de nom, je n'en avais pas besoin. Il se reconnaîtrait dans mes mots. J'ai envoyé cette lettre, non signée, à la vieille église. J'ai imaginé que quelqu'un l'ouvrirait. Peut-être le nouveau pasteur. Peut-être un membre du conseil. Peut-être une femme qui s'asseyait autrefois au premier banc et se demandait pourquoi la petite fille du prédicateur avait toujours l'air si triste. Je ne m'attendais pas à une réponse. J'avais seulement besoin que la vérité arrive là où les mensonges avaient vécu trop longtemps. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la secrétaire de l'église. Sa voix tremblait. « Man Garrison, nous avons lu votre lettre. » Elle a fait une pause. « Il y a d'autres. » Mon estomac est tombé. J'avais toujours soupçonné. La sœur d'Isaac. La baby-cité de 2 portes plus loin. Mais l'entendre confirmer était comme avaler du verre. Elle m'a dit que la nouvelle direction prenait cela au sérieux. Il voulait créer un espace où les survivantes pourraient parler en toute sécurité, anonymement, si elles le souhaitaient. J'ai dit que j'y réfléchirais. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé mon reflet dans le miroir du couloir. 80 ans, boucles blanches soigneusement épinglées, gilet boutonné jusqu'au cou et pourtant, cette fille de 9 ans vivait encore dans mes yeux, mais elle ne tremblait plus. Elle semblait stable, forte. Et à ce moment-là, j'ai pris une décision, je ne parlerai pas seulement. Je construirai. J'ai contacté le groupe de Charleston, proposé de démarrer un cercle local, un qui se réunissait mensuellement dans un espace neutre, pas une église, pas un tribunal, juste une pièce où la vérité pourrait vivre. Ils ont accepté. Et j'ai commencé à l'organiser cette même semaine. La première réunion a eu 5 femmes, toutes plus âgées, toutes calmes au début. Nous avons bu du thé dans des tasses dépareillées et nous nous sommes assises en cercle, sur des chaises pliantes à la bibliothèque de Maplewood. J'ai ouvert la séance avec une seule ligne. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes meurtris. Oui, mais nous respirons encore. Une femme, dès lors, a partagé comment son père l'avait battue avec écriture dans une main et une ceinture dans l'autre. Une autre, nommée Ma vie, a murmuré à propos de son professeur de piano, qui ne la laissait jamais partir sans toucher ses genoux. C'étaient des histoires qui avaient attendu des décennies pour être racontées. Certaines femmes ont pleuré, d'autres non. Mais quand l'heure s'est terminée, personne n'est parti. Nous sommes restées assises là pendant une autre heure en silence, juste, respirant ensemble. Et ce silence, contrairement à celui que j'avais connu dans ma jeunesse, était sacré. Il était guérissant. Dans les mois qui ont suivi, le groupe a grandi. Des femmes plus jeunes sont venues. L'une a amené sa fille adolescente. Et chaque fois que nous nous réunissions, nous écrivions. Nous tenions un journal. Nous partagions. Et peu à peu, j'ai vu des femmes se tenir plus droites, parler plus fort, et commencer à croire que peut-être, juste peut-être, leur histoire comptait aussi. Mais tout le monde n'a pas accueilli ce que nous faisions.
Une lettre est arrivée par la poste un jeudi. Pas d'adresse de retour. Juste une seule phrase sur la carte. Vous salissez le nom d'un homme bon. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. J'ai plié la lettre en deux et l'ai placée dans un dossier marqué réaction négative. Parce que maintenant, j'avais un système. Un feu en moi. Chaque tentative de me faire honte pour me ramener au silence ne faisait que prouver que la vérité effrayait encore les gens, et cela signifiait que je faisais quelque chose de bien. J'ai commencé à donner des conférences dans les lycées locaux, pas sur des détails graphiques, mais sur l'écoute, sur la croyance, sur à quel point il est dangereux d'ignorer un changement de comportement chez un enfant. Je leur disais, votre silence ne les sauvera pas, mais votre voix pourrait. J'ai collaboré avec des travailleurs sociaux, j'ai formé des bénévoles, et à travers tout cela, j'ai continué à écrire, parce que je savais qu'il y aurait toujours quelqu'un assis dans sa chambre la nuit, se demandant s'il était le seul, et je voulais qu'il trouve mes mots, et se sente moins seul. Parfois je pense encore au grenier, aux marches, aux bonbons à la menthe, aux hymnes. Mais maintenant, quand je le fais, ça ne ressemble pas à une blessure. Ça ressemble à un monumentin que j'ai survécu. Je passe devant Milbury Road maintenant sans que mes genoux ne fléchissent. Je vais à l'église à nouveau, mais seulement celle qui prêche l'amour sans pointe derrière la chair. Et chaque fois qu'une femme se lève et dit « Cela m'est arrivé aussi », je sens cette petite fille dans le grenier murmurer « Nous sommes libres, parce que la vérité est liberté, même quand elle arrive 70 ans en retard, surtout quand elle le fait. Je n'ai pas besoin de vengeance, je n'ai pas besoin d'excuses, j'ai besoin seulement de ce que j'ai construit, une vie qui n'est plus gouvernée par la peur, et un héritage qui dit « Elle n'est pas restée silencieuse. Elle a parlé et le monde a écouté. » C'est arrivé un dimanche. La maison était pleine de voix mes enfants, leurs conjoints et mes petits-enfants courant dans le couloir, riant, se pourchassant comme le vent. C'était un de ces rares jours de famille où le temps semblait s'adoucir, et tout sentait les pommes cuites et la maison. J'étais dans la cuisine à laver la vaisselle quand Emery, ma plus jeune petite fille, s'est glissée à côté de moi, avec cette expression sérieuse que seuls les enfants de 8 ans peuvent porter avec une telle gravité. Elle tenait un dessin dans sa main des bonshommes allumettes et une maison tordue, quelque chose qu'elle avait fièrement nommé l'histoire de la famille. J'ai séché mes mains, me suis agenouillée à côté d'elle et lui ai dit à quel point c'était beau. C'est alors qu'elle a demandé « Grand-mère, comment est ton grand-père » Mon cœur s'est arrêté. Je ne m'y attendais pas d'elle, pas comme ça. Mon esprit s'est emballé. J'aurais pu mentir. Je l'avais fait, tant de fois auparavant. J'aurais pu dire « Il était gentil » ou « Il aimait pêcher ». Mais au lieu de cela, je me suis levée lentement et l'ai emmené sur le porche, où le soleil se déversait comme une grâce. Je l'ai regardée, cette fille curieuse aux yeux brillants qui me faisait confiance, et j'ai pris la décision qui changerait nos deux vies. Je lui ai dit la vérité. Pas tout. Pas les parties que son jeune cœur ne pouvait pas supporter. Mais je lui ai dit que quand j'étais une petite fille, quelqu'un qui aurait dû me protéger m'a plutôt fait du mal. Je lui ai dit que cela m'a fait me sentir effrayée et honteuse pendant très longtemps, et qu'il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que ce qui s'est passé n'était pas de ma faute. Le front d'Emery s'est plissé, ses doigts serrant les miens plus fort. Était-il méchant? A-t-elle demandé. J'ai acquiescé. Oui, il était très méchant. Mais les gens pensaient qu'il était gentil, et cela rendait plus difficile de le dire à qui que ce soit. Ses yeux se sont remplis de quelque chose que je ne pouvais pas nommer de la tristesse. Peut-être, ou une nouvelle compréhension que le monde n'était pas toujours juste. Elle n'a pas demandé de détails. Elle a juste appuyé sa petite tête contre mon épaule et murmuré « Je suis contente que tu sois en sécurité maintenant. » Ce moment m'a brisée d'une nouvelle façon. Parce que toutes ces années où je m'étais cachée, j'avais cru que mon silence protégeait les personnes que j'aimais. Mais la vérité était que l'honnêteté douce, adaptée à l'âge, était ce qui brisait la chaîne. Cela ne l'a pas effrayée. Cela lui a enseigné. Et cela m'a libérée. Après qu'Emery soit retourné jouer, je suis restée sur le porche et j'ai pleuré. Pas de douleur cette fois, mais de libération. J'avais dit une partie de la vérité, et le monde n'avait pas pris fin. Aucun tonnerre n'a fendu le ciel. Aucune honte n'est descendue. Au lieu de cela, le vent a fait bruisser les arbres comme des applaudissements. J'ai réalisé alors combien de petites filles
pourraient ne jamais entendre la vérité des femmes en qui elles ont et qu'ont le plus confiance. Combien de mères et de grands-mères portent des histoires enterrées si profondément qu'elles ont pris racine. Mais le silence ne nous rend pas sûrs. Il nous rend complices. Alors j'ai pris une décision cet après-midi-là, une qui se construisait depuis des années. J'écrirais un livre. Pas seulement pour moi, mais pour chaque femme qui avait jamais été réduite au silence par la honte, la foi ou la peur. Un livre qui disait « Je te vois, je te crois. Et tu n'es pas seule. » J'ai commencé ce soir-là. La première ligne est venue facilement. Mon nom est Opal Garrison. Je ne suis pas une victime. Je ne suis même pas juste une survivante. Je suis la voix qui n'était jamais censée parler. Je parle maintenant. Écrire le livre était comme marcher pieds nus sur du verre brisé. Chaque chapitre rouvrait des blessures. Chaque phrase était un souvenir que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Mais c'était aussi le travail le plus sacré que j'ai jamais fait. J'ai inclus des histoires d'autres femmes de notre cercle de guérison avec leur permission. Bien sûr, nous avons choisi des pseudonymes. Nous avons gardé les identités en sécurité. Mais leur voix résonnait haut et fort. J'ai envoyé le manuscrit à un petit éditeur à Asheville. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel. La femme à l'autre bout de la ligne pleurait. « Madame Garrison, a-t-elle dit, ce livre va sauver des gens. Ils ont proposé de le publier exactement comme il était, sans modification. Juste la vérité brute, douloureuse, sacrée. Il est sorti 6 mois plus tard sous le titre Le Grenier, n'est-ce pas silencieux. J'avais 7-3 ans de troise. La plupart des gens de mon âge jardinaient ou tricotaient. Je lançais un mémoire sur le traumatisme générationnel. Et pourtant, quand j'ai tenu ce livre dans mes mains, je me suis sentie plus jeune que je ne l'avais été depuis des décennies, comme si la petite fille, dans le grenier, avait finalement reçu des ailes. Le livre a voyagé plus loin que je ne l'avais jamais imaginé. Des clubs de lecture l'ont lu, des églises ont lutté avec lui. Quelques-unes m'ont fermé leurs portes, mais d'autres se sont ouvertes largement. J'ai reçu des lettres de femmes de petites villes et de grandes villes, de survivantes dans leur vingtaine et d'autres dans leur nonantaine. L'une disait « Vous m'avez donné le courage de dire à ma fille ce que je n'ai jamais pu. » Une autre a écrit « Après avoir lu votre histoire, j'ai arrêté de me blâmer. » Ces mots valaient plus que n'importe quel prix ou chiffre de vente. Parce que le but de la vérité n'est pas la célébrité, c'est la liberté. Et chaque voix qui s'élevait, parce que j'avais finalement élevé la mienne, ressemblait à une brique retirée des murs, que le silence a construit. Emery a demandé à lire le livre quand elle a eu 15 ans. J'ai hésité, mais je le lui ai donné. Elle l'a lu en 1 semaine. Puis elle m'a serré dans ses bras et a dit « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » J'ai pleuré cette nuit-là, non pour ce qui était perdu, mais pour ce qui avait finalement été trouvé. Parce que la vérité, une fois dite, ne meurt pas. Elle devient un héritage. C'était un mardi après-midi nuageux, quand le téléphone a sonné. Je venais de rentrer de mon cercle mensuel de survivantes et je faisais du thé quand je l'ai entendu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale. J'étais fatiguée, douloureuse et émotionnellement épuisée d'avoir tenu un espace pour les autres toute la matinée. Mais quelque chose m'a poussée à répondre. « Allô ?» ai-je dit, m'attendant à un télévendeur ou un comité d'église. Ce que j'ai entendu à la place m'a envoyé un frisson droit dans la colonne vertébrale. Est-ce Opal Garrison? La voix était basse, prudente, masculine et inconnue. Oui, ai-je dit lentement. Qui parle? Une pause. Puis, mon nom est Josua. Josua Miller. Ma grand-mère était Ruth Garrison. Je pense que nous pourrions être apparentés. Le nom m'a frappé comme un marteau. Ruth? Ma cousine. Ma compagne de jeu. La sœur d'Isaac. Celle qui avait disparu dans le silence il y a tant de décennies. Mes genoux ont presque cédé. Ruth était ta grand-mère? Ai-je demandé, ma gorge se serrant. Oui, a-t-il dit. Elle est décédée l'année dernière. Mais avant de mourir, elle m'a dit quelque chose à propos de ton grand-père, sur ce qu'il a fait. J'ai lu ton livre, et je devais te trouver. Je me suis assise lentement, le combiné tremblant dans ma main. Elle te l'a dit? Ai-je demandé, à peine au-dessus d'un murmure. Elle a essayé, a dit Josua. Elle n'a jamais dit son nom, mais elle m'a dit que quelqu'un dans la famille lui avait fait du mal quand elle était jeune. Et puis, des mois plus tard, j'ai trouvé ton livre caché dans une boîte de ses affaires. Des pages étaient soulignées, des notes griffonnées dans les marges.
Elle avait entouré ton nom. Sa voix s'est brisée. Je pense qu'elle l'a porté toute sa vie, tout comme toi. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, sentant le fantôme du rire de Ruth dans le grenier, ses petites tresses, sa voix douce. Nous avions toutes deux vécu sous son toit, et aucune de nous ne savait que l'autre souffrait. Je voulais crier, pleurer, m'effondrer, mais je suis restée ferme. C'était une gentille fille, ai-je dit. Elle méritait mieux. Elle pensait la même chose de toi, a-t-il répondu. Je pense que ton livre lui a donné la paix, même si elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Cette seule phrase m'a défaite. Pour toutes les années où j'ai pensé que mon histoire était venue trop tard, elle l'avait atteinte. Dans le calme, dans l'obscurité. Et peut-être, juste peut-être, cela lui a donné un peu de lumière. Josua m'a demandé s'il pouvait me rencontrer. J'ai hésité, puis accepté. Nous avons convenu de nous rencontrer à la bibliothèque, où j'animais mon cercle de guérison. Quand il est entré le samedi suivant, j'ai vu les yeux de Ruth instantanément. La même gentillesse, le même poids derrière le sourire. Il a apporté un petit album photo des photos de Ruth au fil des ans. Son mariage. Son jardin. Elle tenant une petite fille, la mère de Josua. Alors que nous feuilletions les pages, il m'a parlé de son amour pour la musique, comment elle fredonnait dans la cuisine, comment elle allumait des bougies chaque dimanche soir sans faute. Elle ne parlait pas de son passé, a-t-il dit, mais il y avait une tristesse en elle, quelque chose qui ne l'a jamais quittée. Je pense que maintenant je comprends ce que c'était. Nous sommes restés assis ensemble pendant des heures. Il a posé des questions doucement. J'ai répondu ce que je pouvais. Nous avons pleuré en silence. Nous avons ri aussi des grandes lunettes de Ruth, de ses notes loufoques dans les marges de mon livre. Et pour la première fois, j'ai senti que je ne guérissais pas seulement moi-même, je guérissais toute une lignée de sang. Après cela, Josua est resté en contact. Il m'a envoyé des cartes de vœux. Il a rejoint un groupe local pour les hommes survivants de traumatismes d'enfance. Un jour, il a appelé et a dit « Tu sais, je pensais autrefois que guérir consistait à oublier. Mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de se souvenir en sécurité. » Cette phrase est restée avec moi. Se souvenir en sécurité. C'est ce que j'avais fait avec mon histoire. Je l'avais transformée d'un piège en un pont. Un endroit que d'autres pouvaient traverser, même s'ils ne parlaient jamais de leur propre douleur. J'ai commencé à me demander combien de Ruth étaient encore là-bas. Combien d'enfants devenus grands-parents qui n'avaient jamais dit à personne ce qu'ils portaient. J'ai proposé un nouveau projet à mon éditeur, une anthologie de lettres de survivants. Pas de nom complet. Pas d'histoire complète. Juste des vérités honnêtes, manuscrites de ceux qui avaient vécu à travers cela. Nous l'avons appelé toujours là, et les lettres ont afflué du Kansas, du Maine, de Californie, de villes dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui semblaient instantanément familières. Certaines étaient tapées, d'autres griffonnées en cursive tremblante, toutes sacrées. J'ai inclus la photo de Ruth dans la dédicace, pour les voix qui ont parlé en silence, disait-elle. Pour ceux qui n'ont jamais pu le dire à voix haute mais avaient besoin que quelqu'un le dise pour eux. Quand le livre a été lancé, j'ai tenu une lecture à la bibliothèque de Maplewood. Emery était assise au premier rang. Elle était plus âgée maintenant, presque 19 ans, étudiant la psychologie avec des rêves de devenir conseillère en traumatisme. Après que j'ai lu une lettre d'une femme qui avait survécu aux abus de son beau-père pendant 6 ans, Emery a pris le micro. « Je veux dire merci », a-t-elle dit, sa voix ferme, forte. Pas seulement à ma grand-mère, mais à chaque personne dans cette salle qui a choisi de parler quand le silence semblait plus sûr. Vous avez rendu possible pour les gens comme moi de grandir dans un monde meilleur. Ce moment était tout ce pourquoi j'avais prié, et je n'avais jamais pensé vivre pour voir. Pas seulement la survie, pas seulement la guérison, mais la transformation. Ma douleur n'avait pas été en vain. Elle avait donné naissance à quelque chose de puissant. Et dans la voix d'Emery, j'ai entendu Lee-Antoine futur sans peur de parler. Je n'ai jamais eu l'intention de laisser un héritage. Les survivants ne pensent pas comme ça pas au début. Nous pensons à respirer, à arriver au lendemain matin, à apprendre à dormir avec les lumières éteintes à nouveau, ou comment se tenir près de quelqu'un sans l'instinct de reculer. Quand j'étais une fille, tout ce que je voulais était d'être invisible, de devenir si invisible que personne ne pourrait jamais me faire de mal à nouveau. Mais quelque part entre le grenier et cette vieille chaise à bascule, j'ai trouvé ma voix. Et cette voix, fragile et chevrotante qu'elle fut autrefois, a construit quelque chose qui s'étendait bien au-delà de moi.
À 80 ans, mes mains sont plus lentes. Mes genoux me font mal quand le temps change. Mais mon esprit est vif, plus vif que jamais. Je parle dans les universités maintenant, pas seulement en tant que survivante, mais en tant que témoin, un avertissement. Et peut-être, plus important encore, une assurance. Je regarde dans les yeux de jeunes femmes qui portent encore des secrets, et je dis, tu n'es pas sale, tu n'es pas brisée, tu n'as jamais été le problème. Et chaque fois que l'une d'elles pleure, ou me remercie, ou acquiesce simplement en comprenant je sais que mon histoire a fait quelque chose de bien. Un lycée local a nommé un jour d'après moi au printemps dernier. Journée du courage au Pal Garrison. J'ai pensé que c'était une blague au début. Je ne me vois pas comme courageuse. Je me vois comme quelqu'un qui a simplement survécu à ce qu'elle n'était pas censée. Mais les élèves avaient lu mon livre. Les enseignants avaient créé un programme sur la résilience et la vérité. Quand je suis arrivée pour l'assemblée, ils m'ont donné un bouquet de tournesols et une ovation debout. J'ai dû retenir mes larmes juste en marchant vers le microphone. Je ne suis pas courageuse, leur ai-je dit. Je suis juste quelqu'un qui en a eu assez de se mentir à elle-même. J'ai partagé une version plus courte de mon histoire, pas de détails graphiques, juste le cœur. Que les monstres ne se cachent pas toujours dans les bois. Parfois ils s'assoient à côté de toi au dîner. Parfois ils embrassent ton front et te bordent. Mais même malheur, tu peux survivre. Tu peux grandir. Tu peux parler. J'ai quitté ce jour avec plus d'espoir que je n'en avais eu depuis des années. Parce que je l'ai vu le changement. Le changement. Une génération qui n'a plus peur de regarder les dures vérités en face. Mais tout le monde n'est pas prêt. J'ai reçu des réactions négatives, bien sûr. Des gens qui disent que je remue le passé, que j'aurais dû le laisser à Dieu. Certains disent même que je terniche le nom de la famille. Un cousin éloigné m'a écrit pour me dire que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe derrière les portes closes. Je n'ai répondu qu'une seule phrase. C'est exactement pourquoi je le leur dis. Le silence engendre des monstres. Et les monstres prospèrent dans le secret. Je ne parle pas pour détruire des gens, je parle pour que personne d'autre n'ait à grandir en pensant que l'abus est de l'amour enveloppé dans les Écritures. Pour qu'aucune autre petite fille ne se demande pourquoi la douleur semble sainte. J'ai appris que tout le monde n'applaudira pas quand tu diras ta vérité. Mais ceux qui le font, ceux qui en avaient besoin, rendent chaque moment inconfable en valant la peine. Le silence n'a jamais été destiné à me protéger. Il a toujours été destiné à le protéger, lui. Et maintenant, je me protège. Je protège chaque Ruth, chaque Isaac, chaque fille qui reste encore éveillée à compter les pas. Emery me dit qu'elle veut écrire son propre livre un jour. Elle dit qu'il parlera de briser les malédictions générationnelles, d'amour sans honte. Elle me lit des pages parfois. Elles sont puissantes, brutes, et d'une certaine manière douces aussi. Elle a une voix qui tremble, mais ne se brise pas. Et quand j'écoute, je n'entends pas seulement ma petite fille, j'entends la guérison. J'entends à quoi ressemble le son quand la douleur cesse d'être transmise et commence à être traitée. Je lui dis, tu es la raison pour laquelle j'ai continué. Elle lève les yeux au ciel et dit, grand-mère, tu l'aurais fait de toute façon. Mais je ne pense pas que je l'aurais fait. J'avais besoin que quelqu'un croie en moi. Evray l'a fait. Ruth l'a fait. Et maintenant Emery le fait. Cet héritage n'est pas à propos de moi. Il s'agit de l'onde, de l'effet. Du son du silence brisé une voix à la fois. Et je prie pour que quand je serai partie, mon histoire continue à résonner non pas parce qu'elle était tragique, mais parce qu'elle a été racontée. Entièrement. Fortement. Et sans honte. J'ai écrit mon testament. J'ai inclus une lettre pour chacun de mes enfants et petits-enfants. Emery reçoit mes journaux. Les originaux. Ceux que j'ai commencés à l'université, tremblante et effrayée. Je lui ai dit de faire ce qu'elle veut avec eux, les brûler, les publier, les garder sous son lit. Je voulais juste qu'elle sache d'où venait son feu. Pas seulement de la survie mais de la vérité. De choisir de parler quand le silence était plus facile. Alors que je suis assise maintenant, avec le soleil du soir qui se déverse par la fenêtre, je pense à la fille que j'étais. 9 ans. Seule. Terrifiée. Et je lui murmure les mots que je ne croyais autrefois jamais. Tu y es arrivée, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Nous l'avons fait. Et pour une fois, c'est assez. Pas la vengeance. Pas même la justice. Juste la paix. Juste le souffle. Juste une vie vécue honnêtement, fortement et finalement librement. Parfois je suis invitée à parler dans des endroits que je n'ai jamais imaginés, des retraites d'entreprise, des formations pour les forces de l'ordre,
même des refuges pour femmes nichées dans les coins de ville tranquilles. Je ne porte pas de perles ou n'apporte pas de fiches. J'apporte ma voix, mon carnet, et ma vérité. Et chaque fois que je parle, je me rappelle que je ne suis pas là pour les applaudissements. Je suis là pour planter une graine. Je me suis tenue une fois devant une salle pleine de jeunes femmes travailleuses sociales, conseillères, enseignantes en formation, et je leur ai dit ceci. Chaque enfant que vous rencontrez pourrait cacher une guerre. Et parfois, celui qui leur fait le plus de mal les borde la nuit. Certaines d'entre elles avaient des larmes dans les yeux avant que j'atteigne la deuxième phrase, parce qu'elles savaient, peut-être pas mon histoire exacte, mais le poids, la forme, le silence qui se cache à la vue de tous. Je leur ai dit d'écouter plus attentivement, de regarder 2 fois, parce que l'abus ne laisse pas toujours des bleus que l'on peut voir. Parfois il laisse un enfant qui ne vous regarde jamais tout à fait dans les yeux. Parfois il laisse un silence si pratiqué qu'il sonne comme de l'obéissance. Après l'une de ces conférences, une jeune femme m'a suivie dans le couloir. Elle s'est présentée comme Liana, une assistante sociale de première année. Elle semblait avoir 20 ans tout au plus. Cheveux tirés en arrière dans un chignon serré, bras croisés, comme si elle essayait de se tenir ensemble. « Vous avez dit quelque chose aujourd'hui » a-t-elle murmuré, qui m'a fait sentir comme si vous me parliez directement. J'ai attendu. Elle a pris une respiration tremblante. Ma mère a épousé un homme quand j'avais 8 ans. Tout le monde pensait qu'il était merveilleux, mais il avait l'habitude, sa voix s'est brisée. Il avait l'habitude de me faire prier avec lui pendant qu'il me touchait. Je n'ai pas bronché. J'ai juste ouvert mes bras. Elle a pleuré dans mon étreinte comme une tempête se brisant à travers les années. C'est pour cela que je parle. Pas pour la scène. Pas pour la reconnaissance. Mais pour des moments comme celui-là quand quelqu'un trouve le courage de dire moi aussi, parce qu'il a entendu quelqu'un d'autre le dire d'abord. La vérité est contagieuse. Et la guérison aussi. Mais quelqu'un doit aller en premier. Je suis allée en premier pour que d'autres n'aient pas à rester assises en silence jusqu'à ce qu'elles aient 80 ans. Ce n'est pas facile, ce genre de dire vérité. Il prend des morceaux de toi. Certains jours, je rentre chez moi après une intervention tellement épuisée que je peux à peine bouger. Les histoires que je porte des autres, les souvenirs que cela remue en moi, c'est lourd. Mais c'est sacré. Ce genre de travail, je crois, est sacré. Et ce ne sont pas seulement des femmes qui se manifestent. J'ai eu des hommes adultes avec des mains usées et des voix comme du gravier me tirer à part et dire. C'est arrivé à moi aussi. Je ne les pousse jamais à partager plus qu'ils ne le peuvent. Parfois tout ce dont ils ont besoin est de le dire à voix haute une fois. Et c'est suffisant. Je leur dis toujours ce n'était pas de ta faute. Tu n'étais qu'un enfant. Et même quand ils acquiescent, je sais qu'il faudra des années pour que ces mots atterrissent. Mais je les plante quand même. Parce que quelqu'un les a plantés en moi une fois, et avec le temps ils ont fleuri en liberté. Lent, douloureux, beau, nécessaire. C'est ainsi que fonctionne la guérison. Pas tout d'un coup, mais moment par moment, souffle par souffle. Je me souviens d'un panel auquel j'ai participé il y a 3 ans. L'une des intervenantes était une femme nommée Carla. Elle a raconté son histoire avec feu poing serré, voix inébranlable. J'ai dénoncé mon beau-père 4 fois avant que quelqu'un n'écoute, a-t-elle dit. Et à ce moment-là, il était déjà passé à ma nièce. L'auditoire est resté figé. Elle s'est tournée vers moi, les yeux vifs. Que dis-tu à ceux qui ne t'ont pas cru? J'ai pris une respiration. Je dis ceci. Vous n'avez pas échoué. Vous avez échoué à la fille que j'étais autrefois. Et bien qu'elle soit partie, je suis toujours là. Et maintenant je la crois. Et je crois en elle. La salle a éclaté en applaudissements, mais je ne cherchais pas la validation. Je regardais les femmes qui n'applaudissaient pas qui étaient figuées sur leur siège, retenant des larmes, parce qu'elles se souvenaient de quelque chose, ou de quelqu'un, ou peut-être d'elles-mêmes. C'est pour elles que je parle. Celles encore figées. Celles qui attendent encore une permission qui aurait dû être la leur dès le début. On me demande souvent ce que je dirais à la petite fille que j'étais, si je pouvais revenir en arrière. Je lui ai écrit des lettres au fil des ans, pliées dans des journaux, lues à haute voix, lors d'événements. Mais voici ce que je dirais maintenant après tout, si j'avais juste une minute avec elle dans ce grenier poussiéreux. Tu n'es pas sale, tu n'es pas invisible. Ce qu'il te fait est mal. Et un jour ta voix libérera les autres. Un jour tu deviendras la femme qu'il n'a jamais pensé que tu deviendrais. Et tu gagneras pas dans les tribunaux ou les journaux met dans la révolution tranquille de dire la vérité
et d'y survivre. Je la serrerai contre moi et lui rappellerai que le silence n'est pas la force, et les secrets ne sont pas la loyauté, et guérir n'est pas une trahison. Je chuchoterai, tiens bon. Nous allons bien aller, parce que c'est le cas. Et parce que peu importe ce que cette histoire devient d'autre, elle sera toujours cela, un avertissement, un espoir, une lumière pour l'obscurité quelqu'un d'autre. Je suis assise ici maintenant, sur le porche de la maison que j'ai construite pas avec des briques ou des poutres, mais avec la vérité. Le jardin devant moi déborde de lavande et de soucis, les mêmes plantes que ma grand-mère entretenait autrefois avant que tout ne devienne sombre. L'air sent la paix, pas la menthe poivrée. Il n'y a pas de porte verrouillée, pas de pas dans les escaliers. Juste moi, mes mots, et le son du vent qui se déplace à travers les arbres, qui n'ont jamais eu besoin de garder des secrets. J'ai 80 ans. Mon corps me fait mal. Ma voix est plus douce. Mais je suis toujours là. Et je ne suis plus silencieuse. La fille dans le grenier est devenue une femme qui a fait parler son silence. Et maintenant, longtemps après que les bleus se soient stompés, longtemps après que les personnes qui m'ont mise en doute soient parties, je reste un témoin, une gardienne de la vérité, et un témoignage de ce qui se passe quand la douleur rencontre le but. Je n'ai jamais eu d'excuses. Je n'ai jamais obtenu justice de la manière dont les tribunaux la mesurent. Mais j'ai eu quelque chose de mieux. Je me suis libérée, et j'ai utilisé cette liberté pour ouvrir un monde aux autres encore piégés dans des chaînes que j'ai autrefois portées. Cette histoire n'a jamais été une question de vengeance. Il s'agissait de souvenirs, de refuser de laisser les parties de moi qu'il a essayé de détruire mourir en vain. J'ai parlé à des salles pleines d'étrangers, mais le public le plus important a toujours été les femmes qui se sont vues dans mon histoire et ont finalement murmuré moi aussi. Certaines ont parlé pour la première fois à 60 ans, certaines à 16 ans, et certaines n'ont jamais parlé mais elles ont lu, elles ont pleuré, elles ont guéri de manière silencieuse qui ne feront peut-être jamais les gros titres, mais ont changé leur vie pour toujours. C'est le pouvoir de la vérité. Elle ne rugit pas toujours. Parfois elle se lève simplement après des années d'être assise. Parfois elle écrit une phrase dans un journal et c'est suffisant pour briser le barrage. Je ne voulais pas qu'on se souvienne de moi pour ce qu'il m'a fait. Je voulais qu'on se souvienne de moi pour ce que j'en ai fait. Et maintenant je sais que ce sera le cas. Pas seulement dans mes livres, pas seulement dans des discours, mais dans chaque vie touchée par l'onde d'une femme disant la vérité. Quand je traverse la ville maintenant, les gens m'arrêtent pas par partité, mais par respect. Ils m'appellent courageuse. Mais le courage, je leur dis, n'est que la peur qui a décidé continuer à marcher. Chaque fois que j'ai choisi de parler, ma voix tremblait. Chaque fois que j'ai écrit son nom, mes doigts hésitaient. Mais je l'ai fait quand même. Et se faire encore et encore est ce qui a construit ma liberté. Emery m'a demandé un jour si je regrettais d'avoir attendu si longtemps pour parler. Je lui ai dit non, parce que le monde n'était pas prêt à m'entendre à l'époque, et peut-être je n'étais pas prête à le dire. C'est la vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas les survivants, ne doivent leur histoire à personne. Mais quand ils choisissent de les raconter, ils créent une fissure dans le mur du silence suffisamment large pour que d'autres puissent la franchir. C'est ce que j'ai fait. Et cela en valait la peine. Chaque pas tremblant, chaque nuit sans sommeil, chaque lettre que j'ai brûlée, chaque discours que j'ai donné. Cela en valait la peine si juste une femme a vécu, parce qu'elle m'a entendu et a décidé de continuer. Je garde mes journaux dans une boîte en cèdre sous mon lit. Non pas parce que je les cache, mais parce qu'ils sont sacrés. Ils sont mon évangile, mon écriture de survie. Mes petits-enfants savent qu'ils sont là. Je leur ai dit qu'un jour, quand je serai partie, ils pourront les lire. Ou pas, mais ils sauront d'où ils viennent. Pas d'une famille parfaite, pas de souvenirs polis, mais de vérité, de résilience, d'une femme qui a décidé de vivre selon ses propres termes. Il n'y a pas de portrait de mon grand-père dans ma maison, pas d'héritage transmis de sa lignée. J'ai coupé cette pourriture de l'arbre pour qu'elle n'empoisonne pas les racines. Et au lieu de cela, j'ai planté quelque chose de nouveau, un verger d'honnêteté, arrosé de courage, fleurissant avec des voix qui ne seront plus jamais réduites au silence. C'est mon héritage. C'est ce que je laisse derrière moi. Et ainsi, alors que le soleil descend bas et que le ciel prend la couleur de vieilles ecchymoses guéries, je me penche en arrière dans cette chaise avec un cœur plein. J'y suis arrivée. Je l'ai dit. Tout, pas d'édition, pas de cachette. Je parle maintenant non pas comme une victime, pas même seulement comme une survivante, mais une femme qui a traversé le feu
et en est sorti tenant la lumière. C'est mon histoire. Et si vous la lisez, peut-être que c'est la vôtre aussi. Que ceci soit le chapitre où vous commencez à écrire la vôtre. Et merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait pleurer, réfléchir, ou simplement vous sentir vu, alors s'il vous plaît ne la laissez pas s'arrêter ici. Tiens. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires réelles, brutes et courageuses des histoires qui parlent pour ceux qui n'ont jamais eu la chance. Appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer la vérité quand elle est finalement dite. Et si vous avez une histoire, si vous avez porté la douleur en silence, sachez ceci, votre voix compte. Vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, ou dites simplement je suis là. Parce que parfois, ces deux mots sont là où commence la guérison. Saben et vues maintenant. Continuons à construire un monde où des histoires comme celle-ci ne sont plus chuchotées, entendues, hautes et fortes.